polar. Nous sommes, chers détectives, une fois de plus en présence d'un de ces crimes atroces, des plus atroces. Difficile de dire d'ailleurs s'il s'agit d'un polar ou d'un roman policier. Véritablement étrange, non? Mais enfin, c'est élémentaire, mon cher Watson. Roman policier et polar, c'est bien la même chose. Ce que nous cherchons maintenant à connaître, c'est l'arme du crime, le motif du meurtre et surtout l'assassin. Mesdames et messieurs les jurés, la cour... Señoras, las curas. Je déclare la séance ouverte ou bleue ou tortilla. J'accuse. Dans l'affaire Polar contre roman policier, la parole est à la défense. Les romans policiers, ou polars de leur petit nom, nous plongent dans un univers plus ou moins sombre où les forces de l'ordre, les détectives, les policiers sont à la recherche d'un meurtrier. Aussi, quoi qu'il puisse arriver, tout commence toujours par un crime. Une scène de crime, un meurtre effroyable, sanguinolent. Voilà un extrait d'Agatha Christie, Mort sur le Nil. Un cri retentit. Quelqu'un se précipitait vers eux en agitant les bras. Un instant, Simon stupéfait fronça les sourcils. Puis il se leva d'un bond et entraîna Lynette en courant. Juste à temps, une énorme pierre dégringolant de la falaise tomba à l'endroit même où, l'instant auparavant, ils étaient assis. Si Lynette était restée là, elle eût certainement été tuée sur le coup. C'est d'ailleurs bien l'intrigue et le suspense qui nous encouragent et nous entraînent dans les lectures les plus folles, celles qui nous tiennent éveillés jusqu'à 3 h du matin, où l'on se demande page après page, mais qui peut bien être le coupable? On a parfois quelques idées qui nous traversent la tête, et pourtant, un bon polar, c'est un polar qui nous surprend. La question donc est toujours la même, mais qui est le coupable? Un célèbre jeu de société, le Cluedo, fonde son univers de jeu sur cet univers d'intrigue. Il faut chercher à déduire, faisant esprit de déduction, chercher à comprendre mais qui est le meurtrier, dans quel lieu a eu lieu le meurtre et quelle est l'arme du crime. Les séries télévisées se sont emparées de ces intrigues doublement pratiques pour l'audience. En effet, chaque épisode correspond généralement à la résolution d'une enquête particulière. Le schéma narratif est simple. 1. La scène de crime. 2. Les inspecteurs légistes ont l'enquête en main. 3. Première fausse piste. 4. Les indices se multiplient et accusent un faux coupable. 5. Arrestation du faux coupable. 6. Un nouvel indice vient modifier absolument toute la situation. 7. Arrestation du véritable coupable qui, juste après, passe aux aveux. Et tout ça, résumé en 30 minutes. Tout va vite, il y a de l'action tout le temps, et c'est bien pour ça que ça nous plaît. Le deuxième point pratique, c'est que les téléspectateurs apprennent à connaître les personnages de leur série préférée. Et oui, en plus des meurtres, il y a les petites intrigues amoureuses et les grands liens d'amitié. Mais qui ne connaît pas l'agent Gibbs du NCIS, le docteur Tempérance Brennan de la série Bones, ou encore le procureur McCoy dans New York Police Judiciaire. Mais permettez-moi de vous rappeler que dans les romans policiers, c'est déjà le cas. Les enquêteurs sont devenus des icônes, des superstars. Leurs noms font partie du langage courant maintenant. C'est élémentaire. Parmi les plus iconiques, Sherlock Holmes et le Dr Watson sont célèbres acolytes. Et ces deux-là sont nés sous la plume de Sir Arthur Conan Doyle dès 1887. Voilà un peu le genre de passe-temps auquel le célèbre détective aimait jouer. Je vous en lis un extrait. Le
surlendemain de Noël, je passais dans la matinée chez mon ami Sherlock Holmes pour lui souhaiter la bonne année. Il était en veston d'intérieur, paresseusement étendu sur un sofa, à portée de sa main une pipe et une pile de journaux qu'il avait dû lire et relire tant ils étaient froissés. Un peu plus loin, sur le dossier d'une chaise de paille, un vieux chapeau de feutre dur, très râpé et bossué. Un microscope et une forme à chapeau posée sur la chaise elle-même attestaient que le chapeau avait dû être placé là pour être examiné attentivement. « Vous me semblez fort occupé, mon cher, dis-je à Holmes, et je crains de vous déranger. » « Non, certes, je suis ravi de pouvoir discuter avec un ami le résultat que je viens d'atteindre. Une chose des plus banales du reste, ajouta-t-il en montrant du doigt le chapeau râpé. Mais à l'observation, il s'y mêle certaines particularités intéressantes et même instructives. Je suppose, dis-je, que le fait qui vous occupe, quelque simple qu'il paraisse, a trait à un meurtre quelconque et que voilà l'indice au moyen duquel vous découvrirez un mystère et vous punirez un crime. « Oh non, non, il ne s'agit pas d'un crime, dit Sherlock Holmes en riant, mais seulement d'un de ces étranges incidents qui se produisent dans les centres où 4 millions d'êtres humains se côtoient sur une surface de quelques kilomètres carrés. Le célèbre Hercule Poirot apparaît quant à lui dans 33 romans et 51 nouvelles entre 1920 et 1975 sous la plume de la non moins célèbre Agatha Christie, qui fera naître également le personnage de Miss Marple. Même si vous n'avez pas lu ces romans, il est impossible que vous soyez passé à côté de ces deux personnages. Sherlock Holmes, iconique et très souvent repris au cinéma. Ce personnage a été joué par Robert Downey Jr. par 3 fois, mais il a également été joué par Benedict Cumberbatch dans la série Sherlock. On retrouve également ce personnage dans la série Elementary, dans laquelle Sherlock est un ancien drogué. Et Watson, une femme. Pour Hercule Poirot, même s'il a été interprété par de nombreux acteurs, on a quand même tendance à l'associer à l'aimable figure de David Suchet. Si aujourd'hui nous sommes tous friands des petites énigmes télévisuelles du vendredi soir, il faut garder en mémoire que c'est surtout le 19e siècle qui était extrêmement gourmand de ces histoires farfelues, mystérieuses, inquiétantes, tout juste inquiétantes pour faire frissonner. C'est d'ailleurs Edgar Allan Poe qui semble avoir le premier écrit dans ce genre, qui semble l'avoir institué, ces nouvelles policières. Mais certains d'entre eux avaient déjà ouvert la voie. Il faut évidemment penser à Balzac et même à la jeune Jane Austen qui, dans Emma, en avait déjà parlé un petit peu, mais il n'y avait ni meurtre ni policier. Et pourtant, c'est un polar. C'est pas un polar, c'est presque un polar. C'est bientôt un polar, mais c'est pas encore un polar parce que le polar c'est Edgar Allan Poe. Bon, alors c'est pas un polar, mais ça ressemble à un polar. Mais c'est un peu un polar, mais c'est pas un polar. Bon, ben c'est presque un polar. Ne pensez pas pour autant que la vogue des polars se soit tarie depuis le 19e siècle. Non, on aime toujours le polar, on adore ça. On adore ça sur la plage, on adore ça quand on est en vacances. En fait, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que maintenant le polar, il regroupe plusieurs sous-genres. Plein de petites variations sont nées autour de cette atmosphère particulière du roman policier. Je vais vous en présenter quelques-unes. Le roman à énigme, aussi nommé le whodunit, de la contraction de l'anglais Who has done it, littéralement en anglais, si on se traduit un peu l'anglais, mais qui c'est qui a fait ça? Deuxième sous-genre, le roman noir. Lui, il se base sur l'ambiance, sur le suspense, qui est toujours à son comble. Pour illustrer ce genre, comment ne pas citer la trilogie marseillaise de Jean-Claude Izzo, évidemment, Total Chaos, Chourmeau et Soléa. 3. Le roman d'espionnage. C'est vraiment nécessaire que j'explique? Peut-être que si je vous fais ça, vous allez comprendre. Bon, évidemment, James Bond. Vous avez déjà vu un James Bond.
Bon, voilà, hein, c'était pas bien compliqué. Ensuite, il y a également le roman policier historique, c'est-à-dire qu'on n'écrivait pas de roman policier au Moyen-Âge, mais on va écrire au XXe siècle ou au XXIe siècle un roman policier dont l'intrigue se passera au Moyen-Âge par exemple, ou plus tard au XVIe siècle, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des intrigues comme le Masque de Fer, ou des enquêtes dans les palais de Versailles avec le roi Louis XIV ou avec Louis XVI, peu importe. Donc on replace du polar à l'intérieur de l'histoire. Et là, forcément, vous allez directement avoir la référence puisque vous avez déjà regardé la vidéo. C'est une uchronie. Enfin, le roman policier humoristique. Et là, impossible, mais impossible de pas mentionner les San Antonio, SAS de Frédéric Dard, ou encore, évidemment, OSS 117 avec Jean Dujardin qui joue Hubert Bonistère de la Bête, un agent secret sans limite et particulièrement ridicule. J'aime me battre. Oui, ridicule, oui. La cour est prête à rendre son verdict. Personne n'est parlé. La parole est au juge. En somme, cette affaire est bien simple, hein. Longtemps considéré comme un sous-genre de la littérature, le roman policier ou le polar, ça revient au même, a acquis depuis ses lettres de noblesse. On connaît absolument tous aujourd'hui les grands personnages de cette littérature. On sait évidemment que nous cherchons le coupable. Et pourtant, il y a des grands trésors à découvrir dans ce type de roman. En somme, je pense que la conclusion est simple, puisque si vous ne les avez pas lus, allez les lire. Je crois que la conclusion est là. Le verdict est tombé. Je crois que nous avons levé le mystère sur cette affaire. Oh, je dirais même mieux. C'est sur cette affaire que le mystère est levé